Vous êtes plutôt Apple ou Samsung? PSG ou OM? Pepsi ou Coca? Et si je vous disais que 70% des Français préfèrent Coca? Et si on avait tendance à privilégier les vainqueurs? Aujourd'hui, on va parler conformisme. Même s'il sonne très péjoratif, le conformisme ne l'est pas toujours. À vrai dire, il est nécessaire à la vie en société. Il permet une bonne entente au sein d'un groupe. Les formules de politesse, par exemple, sont une forme de conformisme. Cordialement, veuillez agréer à l'expression de mes coups. Mais il est tout de même à consommer avec modération, car poussé à l'extrême, certains n'hésiteront pas, je sais pas moi, à dénoncer un voisin juif en 42. Par exemple. Mais un individu va-t-il se conformer à une apparente majorité, même lorsqu'il pense qu'elle a tort, ou est-il capable de conserver son autonomie? C'est la question à laquelle a voulu répondre le célèbre psychologue Solomon Asch en 1951. Et pour y répondre, Asch a mis en place une expérience. Il réunit dans une même pièce des individus, des groupes de 5 ou 6, pour ce qu'il a présenté comme étant une étude sur la perception visuelle. Faut jamais leur faire confiance à ces gens-là. Dès qu'ils présentent une étude, une expérience, un truc à des cobayes, ça cache quelque chose. Ça cache toujours quelque chose. L'expérience est simple. H présente 3 lignes de longueur différentes, puis une ligne étalon. Le but du jeu étant de dire à quelle longueur correspond la ligne étalon. On peut même le faire là. Là par exemple, oui, voilà, c'est la 2. Là maintenant, voilà, bon, pas de subtilité, c'est simple. En fait, la subtilité réside parmi les 6 individus. Il n'y a qu'un seul cobaye, les 5 autres sont des complices qui ont tous pour consigne de donner la même fausse réponse au bout d'un certain temps. Alors, l'expérience commence bien, tous donnent la bonne réponse, et au bout de quelques cartons, tous donnent la même mauvaise réponse. Par exemple ici, alors que la ligne étalon correspond clairement à la 2, les 4 premiers répondent 1 à voix haute. One. Et au moment d'arriver à notre cobaye, il hésite. 2. One. Et à l'essai suivant, même chose, chacun donne la mauvaise réponse. 3. Mais cette fois, lorsque c'est au tour du cobaye, 3. même si la réponse lui semble fausse, il se conforme au groupe. Et les résultats de cette expérience sont saisissants, puisque H obtient 37% de réponses fausses, de réponses conformistes. Pour s'assurer que le test visuel était simple et clair, il a fait la même expérience sur un groupe de contrôle sans aucun complice, il obtient 0,7% d'erreur. Et sur tous ces essais, 75% des sujets se sont conformés au moins une fois. 3 cobayes sur 4. En fait, le cobaye se retrouve confronté à 2 types de conflits. D'abord, un conflit cognitif. Lorsqu'il va s'apercevoir que personne n'est d'accord avec lui, il va remettre en cause la justesse de son opinion. C'est ce qui s'est passé avec le premier lorsqu'il hésite. Ensuite, un conflit motivationnel. L'information ne compte plus vraiment. On s'en fout ici de la taille du trait. Ce qui compte, c'est l'approbation sociale. Rentrer dans les rangs pour ne pas être exclu ou jugé par le groupe. La crainte d'être marginalisé va pousser le cobaye à répondre comme les autres. Mais les conditions de cette expérience restent un poil extrêmes, dans le sens où ce n'est pas vraiment une opinion. La taille de la ligne est objectivement évidente. Au quotidien, c'est plus subtil. On évolue dans des conditions où les appréciations ne sont jamais vraiment ni bonnes ni mauvaises, mais dépendent du jugement subjectif de chacun. Et là, l'influence y est plus raffinée. Une influence normative, on va parler de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est le nom de l'effet qui agit lorsque, dans l'incertitude, nous nous tournons vers la masse pour savoir quoi faire. Pour combler cette sensation d'ignorance, nous aurons tendance à suivre une apparente majorité. Vous savez, c'est ce qui nous pousse à penser qu'un restaurant ne doit pas être si mauvais s'il est rempli, et à l'inverse, à nous méfier des salles trop peu fréquentées. Et évidemment, le marketing n'est pas en reste. C'est la preuve sociale qui est mise en avant avec le fameux « déjà 100 000 consommateurs satisfaits ». Ou encore La crème de beauté numéro 110, élu produit de l'année 2015. Élu meilleure chaîne de magasins de l'année. Machine SodaStream Fizz, élu produit de l'année. Si des milliers de consommateurs ont déjà choisi ce produit, alors c'est qu'il est bon. Je peux le choisir aussi, et même, je peux l'aimer. Et pour en revenir à ma question initiale, Pepsi ou Coca? C'est ce qui fait que les consommateurs qui s'en foutent, qui n'ont pas d'opinion, se tourneront plus facilement vers Coca si on leur demande de faire un choix. Mais laissons la pub de côté pour l'instant. Elle fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Cet effet est également théorisé en politique, et plus particulièrement à propos de l'influence des sondages. On l'appelle alors l'effet bandwagon ou prendre le train en marche. C'est l'effet mobilisateur pour la campagne d'un candidat qui est en train de grimper dans les sondages. Le fait de voir une tendance secrète va nous influencer, nous pousser à suivre cette tendance. Surtout lorsque nous sommes incertains de notre choix initial. Alors on peut se demander, est-ce qu'un candidat est favori
parce qu'il mobilise plus de monde, ou est-ce qu'il mobilise plus de monde parce qu'il est favori? Mais oui, c'est clair. Il est important de garder en tête qu'être 100, 1000 ou 1 milliard à penser la même chose n'est pas gage de vérité. Bon, et après tout ça, je me dois de vous informer, 98% des spectateurs de cette vidéo se sont abonnés à la chaîne. 88% d'entre eux ont laissé un pouce en l'air. Et je vous parle même pas de tous les satisfaits qui ont partagé sur les réseaux sociaux. Enfin, moi je dis ça...